Les dernières 48 heures bouleversent le monde, ou peut-être au contraire le remettent sur ses pieds. Trump détruit l'Iran. Les négociations semblent avoir volé en éclats. La trêve est annulée. Des missiles, des drones, des mines, des menaces d'attaque nucléaire. Les missiles iraniens avec des ogives sales vont-ils être lancés en direction d'Israël ? La Russie livre discrètement des pièces de rechange à l'Iran. En Irak, les Iraniens sont tués en masse. Un week-end aussi difficile vient de se terminer dans le monde. En d'autres termes, au cours des dernières 48 heures, le monde est devenu nettement plus dangereux. Le corps des gardiens de la révolution islamique a tiré sur des navires marchands dans le détroit, tandis que les États-Unis ont discrètement fait passer environ 200 pétroliers sous le nez de l'Iran pendant la nuit. En réponse à ces tirs de l'Iran, les États-Unis ont lancé des frappes massives sur des sites stratégiques en Iran. En réponse, l'Iran a annoncé son retrait de l'accord et a effectivement enterré le régime de cessez-le-feu. Israël détruit des villes souterraines iraniennes construites pour le Hezbollah. En même temps, l'Irak, comme je l'ai déjà dit, mène des actions militaires et des opérations contre les forces liées à Téhéran. Et au-dessus du Moyen-Orient, des nuages de guerre se rassemblent littéralement. L'Iran a clairement indiqué qu'il était prêt à lancer un missile avec une véritable ogive nucléaire. Dans cette vidéo, nous analyserons ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, pourquoi la trêve a échoué et comment évolue la guerre des drones et missiles. Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour les États-Unis, Israël, l'Iran et le reste du monde. Ce sera peut-être la partie la plus inquiétante de la vidéo. Nous allons examiner dans quelle mesure la menace d'une utilisation nucléaire par l'Iran est réelle. Ou, d'une bombe sale ? Où elle pourrait théoriquement être lancée, et que se passerait-il si un tel missile était intercepté directement dans le ciel en plein vol. Restez jusqu'à la fin. Nous parlerons non seulement des faits, mais aussi des scénarios d'avenir, dans lesquels la menace iranienne sera soit définitivement brisée, soit deviendra le catalyseur d'une grande guerre. Amis, je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Comme vous le savez, c'est gratuit. Mais cela aide beaucoup à promouvoir le contenu analytique dans les algorithmes. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Los Angeles, Tel Aviv, Moscou, Berlin, Tbilissi, Vilnius, Sydney. Notre audience est répartie dans le monde entier. Et une petite demande, écrivez en bas ce que vous en pensez. Est-ce le moment d'agir fermement, mais fermement, très fermement ? Non, жестко. Faut-il en finir avec la menace iranienne ou tenter encore la négociation ? Votre avis compte pour moi et pour les lecteurs de ces commentaires, croyez-moi. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, à la date du 29 juin, la situation est la suivante. Au cours de la nuit dernière, les États-Unis ont lancé une série de frappes massives contre des cibles en Iran. Les cibles n'ont pas été choisies au hasard. Renseignements militaires, nœuds de communication, systèmes de défense aérienne, entrepôts de drones, missiles. Installation logistique et commandement des troupes. Ce n'est pas une réponse symbolique, du genre vous nous frappez, on vous frappe, œil pour œil, et puis chacun rentre chez soi. Non, c'est une tentative méthodique d'extraire le système nerveux de la machine militaire iranienne. Le prétexte officiel, l'attaque de l'Iran contre des navires commerciaux passant par le détroit d'Ormuz. Au début, il y en a eu un pétrolier, puis un deuxième, notamment un navire battant pavillon panaméen avec plus de 2 millions de barils de pétrole à bord. Eh bien, Dieu nous en préserve si quelque chose arrivait à ce pétrole. Il commencerait à se déverser dans l'eau, dans le détroit. Et donc, après une nouvelle attaque de drones d'assaut, les États-Unis sont passés d'actions limitées à une opération de plus grande envergure. Le commandement central, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le CENTCOM. Ils ont déclaré que l'Iran avait eu la chance de respecter l'accord de cessez-le-feu, mais l'Iran n'a pas saisi cette opportunité. Leur langage laisse encore la possibilité de revenir à la table des négociations, mais on est déjà à la limite. Une trêve déjà proche de l'effondrement. En une nuit, ce n'était plus qu'une fiction. Des frappes sur des sites militaires et des attaques de représailles contre les positions américaines dans la région. Ce n'est plus un incident. C'est une phase d'escalade. On peut encore faire demi-tour, sourire, tout essuyer, et revenir en arrière, mais déjà c'est loin.
En réponse, l'Iran a lancé ce qu'il présente lui-même comme une opération offensive combinée. Le Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Il a annoncé l'utilisation massive de drones d'attaque et de missiles contre 8 sites d'infrastructures militaires américaines dans la région. Tout d'abord, il s'agit de Bahreïn et du Koweït. Il n'essaie même pas de le cacher. Dans les déclarations officielles, c'est dit directement. Nous essayons de tuer des Américains. Nous bombardons leurs bases. Et ainsi de suite. Des images de lancement de missiles sont publiées. Des décollages de drones d'attaque, le ciel nocturne, des traçantes, là-bas des éclairs de lancement, des bruits forts. Tout cela n'est pas un exercice de tir, mais bien des actions de combat. Un missile est détecté dans les airs au-dessus du Koweït lors de l'échange de frappes. L'Iran le montre ostensiblement. Qu'est-ce qu'il montre exactement ? Nous sommes prêts à frapper des cibles américaines. Autrement dit, nous avons la force et les moyens. Nous n'avons pas été brisés. Deuxièmement, nous pensons que cela signifie que les États-Unis ont violé la trêve. Peu importe qui a commencé, en fait, cela n'a aucune importance. L'essentiel était que les États-Unis ont rompu la trêve. Nous ne reconnaissons plus le cadre où on a tenté de nous frapper. En réalité, ils attendaient depuis longtemps ce moment, attendant juste que tout éclate. Et c'est arrivé. Et c'est important à comprendre. Il ne s'agit pas seulement de dégâts matériels, mais aussi d'un signal politique. Ce signal, en réalité, s'adresse, je dirais ainsi, à tous les acteurs, à tous les participants, à tous les acteurs de la région. Pour ainsi dire, si on traduit de l'anglais. Oui. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau diplomatique. Au cours des derniers mois, il existait un mémorandum d'entente et un régime de cessez-le-feu. Fragile. Mais cela permettait d'entretenir l'illusion que le conflit restait encore maîtrisable, de détendre périodiquement la situation par des négociations. C'est une illusion. Et il semble que l'illusion se soit effondrée, au moment où l'Iran l'a voulu. Peu importe quand exactement. Ce qui compte, c'est qu'elle semble s'être effondrée. Et encore une fois, cela peut encore être rétabli, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé d'irréversible, rien de définitif. Mais on en est déjà très proche. Voici la chaîne de télévision israélienne AI24 qui rapporte qu'un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui devait avoir lieu en Suisse, a été annulé. En fait, la voie diplomatique est mise en pause. Et pas seulement une pause technique, mais un véritable gel politique. Chacun affiche son indifférence, signifiant qu'ils peuvent se passer des négociations. Ils pourraient, s'ils le souhaitent, frapper très fort et tout faire exploser. Une reprise c'est possible, mais pas maintenant, ni dans ces conditions actuelles avec frappe de missiles et bombardement de bases américaines. Et bien sûr des positions iraniennes aussi. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Tout d'abord, si le régime de cessez-le-feu est définitivement rompu, il ne reste plus qu'une seule carte sur la table. Il n'y a plus rien d'autre. Des combats à grande échelle. En d'autres termes, l'avenir du détroit d'Ormuz, de l'Irak et du Liban ne se décide plus à la table des négociations, mais par la force des frappes, par l'intensité du feu, par la volonté des parties d'aller jusqu'au bout ou de s'arrêter à un certain point, jusqu'à ce qu'une des parties comprenne qu'il est vraiment désavantageux de continuer. Et c'est là que nous arrivons à la thèse clé. La trêve que beaucoup présentaient comme un succès diplomatique semblait au départ. Dès le début, c'était une erreur. Parce que cela donnait à l'Iran le temps de reprendre des forces, c'est-à-dire que je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on pouvait trouver un accord sur quelque chose, et je pensais qu'on pouvait trouver un accord, mais pas sur tout. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait s'entendre avec l'Iran actuel. Conclure un accord, non. Mais je pensais que, peut-être, jusqu'à nos élections, nous pouvions tenir le coup et ensuite décider quoi faire après en fonction des résultats de ces élections. Donc je vais le dire tout de suite. Ce que je vais annoncer maintenant ne sera pas très agréable pour ceux qui croyaient au processus de paix. Selon un haut responsable du ministère de la Défense des États-Unis, depuis la fin de la campagne de bombardement le 7 avril, l'Iran a activement déplacé ses systèmes de défense aérienne et ses complexes de missiles dans la région du détroit d'Armout. Autrement dit, ils ont tout déplacé là-bas. Comprenant que c'est leur dernier, leur seul là-bas et, mais pas très efficace, ce serait efficace, pour ainsi dire, voilà un étau. Là où ils exercent une pression douloureuse sur le monde. La technique se déplacer, se camoufler et se disperser sur les îles. Keshem Salik. Et dans les zones côtières, bien sûr, qui avaient déjà été frappées, et simplement, pour ainsi dire, à la place de ce qui avait été détruit,
Il m'éteint ce qui avait été amené d'autres régions. Pendant que les diplomates discutaient cessez-le-feu, les militaires iraniens faisaient tout simplement le travail classique des militaires. Surtout la réparation des systèmes endommagés, l'installation de nouvelles batteries, la logistique des missiles et drones et le renforcement des points clés. Je veux simplement dire que les Américains faisaient un pareil. De plus, l'Iran recevait activement de l'aide de la Chine et de la Russie. Pas par une participation directe au combat, mais par la fourniture de composants, technologies et armements. C'est-à-dire que tout cela, au final, a permis non seulement de revenir à l'état initial. Et il est possible, nous ne savons pas exactement, qu'ils aient même partiellement amélioré les capacités de l'Iran. Autrement dit, tout a été transféré ici depuis tout le pays. Le dernier bastion. Ainsi, la trêve est devenue pour l'Iran une fenêtre d'opportunité. Les États-Unis ont arrêté les frappes. Mais l'Iran n'a pas arrêté la restauration et la modernisation. Seules des personnes très stupides pouvaient penser qu'il n'allait pas le faire. Maintenant, le nœud géographique clé, comme on dit, un énorme nœud. Le détroit d'Ormuz. Du point de vue de l'économie mondiale, c'est une artère par laquelle circule un énorme flux de pétrole et de gaz, et aussi toutes sortes d'engrais agricoles. Du point de vue de l'Iran, c'est un levier de pression sur le monde entier. Et en même temps, c'est une zone qu'ils prétendent contrôler comme la leur. Vous savez, autrefois, disons, des bandits construisaient une petite forteresse sur une rivière. Ils tiraient sur tous ceux qui passaient et disaient « Personne ne passera le barrage d'Hamdan autrement ». L'idée reste la même. L'Iran a déclaré sans équivoque « Le détroit doit être entièrement ouvert et libre de passage, mais uniquement à nos conditions ». Ce n'est donc pas une voie navigable internationale. C'est notre détroit. Pourquoi ? Parce que nous le voulons ainsi. En pratique, cela signifie que si les navires respectent les exigences de Téhéran, ils passent. Sinon, ils peuvent être arrêtés, attaqués, endommagés et ainsi de suite. Des frappes ont déjà été menées contre des navires commerciaux dans le détroit, comme vous le savez tous, y compris contre ceux qui tentaient de passer par la partie omanaise. Là-bas, il y a Oman d'un côté et l'Iran de l'autre. Les Iraniens essaient actuellement de s'entendre avec Oman sur la manière de coopérer. Voilà. Beaucoup empruntaient une route éloignée des côtes iraniennes, plus près d'Oman, mais l'Iran les attaquait malgré tout. La réponse des États-Unis. Des frappes contre les positions de missiles anti-navires et les drones qui étaient utilisés pour attaquer les pétroliers. C'est dans ce contexte qu'apparaît à l'écran le tout nouveau missile de croisière anti-navire iranien Thalia, détruit. Et bien comme ça, Thalia, n'est-ce pas ? Elle veut dire autre chose. Patalia, n'est-ce pas ? Et l'image du complexe détruit, qui hier encore pouvait attaquer de grands navires dans le détroit. Ce n'est pas juste une attaque, c'est une image. Ce sont les États-Unis qui montrent comment ils arrachent les dents de l'Iran, celles avec lesquelles ils mordent le commerce mondial. Parallèlement aux événements en mer et dans les airs, une autre histoire tout aussi importante se déroule en Irak. Les informations qui nous parviennent de là-bas parlent d'opérations militaires d'envergure contre des politiciens et des forces soutenues par l'Iran ou qui soutiennent l'Iran. Forces spéciales, irakiennes, véhicules blindés, des chars dans les rues. Des fusillades nocturnes. Ce n'est plus simplement une lutte entre services spéciaux. C'est une éviction violente de l'influence iranienne hors de la politique irakienne. Voici une image du quartier de l'hôtel Plaza, actuellement en flammes, avec des explosions et des combats violents. Selon les rapports, le Premier ministre irakien mène des répressions contre les hommes politiques soupçonnés d'entretenir des liens étroits avec l'Iran. Et c'est un point très important. La guerre entre les États-Unis et l'Iran ne se réduit plus à des frappes sur des sites militaires. Elle se transforme en une lutte pour savoir qui contrôle les élites politiques sur les territoires clés. Nous parlons de l'Irak, du Liban, de la Syrie. Comme nous le voyons, les États-Unis encerclent l'Iran avec l'aide de leurs alliés sur des territoires qu'ils débarrassent de l'influence iranienne. Comme l'Iran essayait autrefois d'encercler Israël, aujourd'hui Israël et les États-Unis encerclent l'Iran. Nous arrivons maintenant à un autre point d'embrasement potentiel, le Liban. Les premiers rapports indiquent qu'Israël aurait pu effectuer une frappe aérienne sur des cibles dans le sud du Liban. Le Liban a été à plusieurs reprises décrit comme une ligne rouge, et toute intervention sérieuse là-bas provoquait automatiquement une réaction de l'Iran et du Hezbollah.
Il faut comprendre ici, le Hezbollah n'est pas simplement une force politique, c'est une structure armée dotée d'armes lourdes, de missiles et d'une expérience de la guerre. Selon plusieurs analystes, les accords de sécurité entre Israël et le Liban pourraient en effet provoquer une guerre civile à l'intérieur du Liban. Hezbollah déclare ouvertement qu'elle est prête à une escalade si elle sent que ses positions sont menacées. Le commandant de CENTCOM, le général Brad Cooper, aurait l'intention de se rendre d'Israël au Liban pour discuter des mécanismes de sécurité dans le cadre de l'accord-cadre. La formation d'un soi-disant comité tripartite chargé de surveiller la mise en œuvre de l'accord est en discussion. Tripartite. Le Liban, Israël et les États-Unis, pas le Hezbollah ni l'Iran. Mais dans le contexte des roquettes, des drones, des explosions et des négociations annulées, tout accord semble extrêmement fragile. Il y a aussi des accords, Liban-États-Unis. Son annulation donne les mains libres aux Israéliens et permet aux forces armées américaines d'aider Israël. Que ce soit en fournissant des armes ou en participant directement aux opérations contre Hezbollah. Autrement dit, dans ce sens, cela donne les mains libres à Israël et pourrait avoir un impact très positif sur la pérennité d'Israël en général, ainsi que sur la coexistence entre le Liban et Israël. Et maintenant, quelque chose qui n'a pas été abordé dans les analyses précédentes, et qui est d'une importance cruciale pour comprendre l'ensemble de la situation. Position des 3 principaux acteurs extérieurs, à commencer par l'Europe. L'Europe ne parle pas d'une seule voix dans cette guerre, et cela en dit long en soi. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont publié, dans les premières heures après le début de l'opération, une déclaration conjointe condamnant spécifiquement les frappes iraniennes contre les pays de la région. Autrement dit, ils se sont formellement solidarisés avec la logique selon laquelle l'Iran est l'agresseur. Dans le même temps, le président Macron a déclaré séparément que la France ne pouvait pas approuver des frappes menées en dehors du cadre du droit international, en attribuant la principale responsabilité à l'Iran, tout en envoyant simultanément du matériel militaire en Méditerranée. Autrement dit, la France critique simultanément la forme des actions tout en renforçant sa propre présence militaire dans la région. La Grande-Bretagne a adopté une position intermédiaire, n'est-ce pas ? Le Premier ministre Starberg, qui est déjà, pour ainsi dire, un Premier ministre sortant, a convoqué une réunion d'urgence du comité Cobra et a déclaré que Londres ne souhaite pas d'escalade supplémentaire ni de conflits régionaux plus larges. Mais il a souligné en même temps qu'il ne faut pas permettre à l'Iran de développer des armes nucléaires. Ils se sont enfin réveillés, ces fichus britanniques. Et il a envoyé des chasseurs Typhoon pour protéger les bases américaines et alliées au Qatar, sans participer formellement aux frappes elles-mêmes. Mais en Europe de l'Est, la situation est beaucoup plus claire. La Tchéquie, la Pologne et les pays baltes ont soutenu ouvertement les États-Unis et Israël. Le président tchèque Pavel a directement condamné le soutien de l'Iran à la guerre russe en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie a qualifié la mort du guide suprême iranien de coup stratégique porté à l'alliance russo-iranienne. La Finlande a même établi un parallèle direct. L'Iran fournissait des drones et des missiles pour la guerre russe contre l'Ukraine. Et son propre affaiblissement est perçu à Helsinki et à Tallinn comme un affaiblissement de la machine militaire de la Russie elle-même. Ce qui, bien sûr, est très positif de leur point de vue. La Hongrie, comme d'habitude, s'est retrouvée dans une situation particulière. Le Premier ministre a exprimé son inquiétude non pas à propos de la géopolitique, mais des prix du pétrole. Il a déclaré que l'escalade double l'importance de l'oléoduc Droujba, qui traverse l'Ukraine. C'est donc un exemple typique de la façon dont, même parmi les alliés formels de l'OTAN, la réaction à une même crise est dictée par des intérêts nationaux complètement différents. La Pologne a adopté la position la plus pragmatique. Le ministre de la Défense, Kosiniak-Kamysz, a clairement déclaré que Varsovie ne participait pas à l'opération contre l'Iran. Et il a averti qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait mettre en danger les livraisons d'armes à l'Ukraine. Cela pourrait aussi avantager économiquement la Russie grâce à la hausse des prix de l'énergie. Autrement dit, la Pologne considère la crise iranienne uniquement à travers le prisme de son impact sur la guerre, qui la concerne, elle, la Pologne, directement et de manière immédiate. En gros, c'est comme « bon, ça nous intéresse, et ça nous intéresse moins. » Ou du moins, ça nous intéresse moins. Voilà la conclusion générale pour l'Europe. Il n'y a pas de position unifiée. L'Europe de l'Ouest. C'est la France et l'Allemagne. Elles critiquent imprudemment les méthodes mais soutiennent l'objectif.
L'Est de l'Europe, la Pologne, les pays baltes et la Tchéquie voient pendant ce conflit la poursuite de la guerre contre la Russie, à travers l'affaiblissement de son allié. Et presque toutes les capitales européennes s'inquiètent en même temps des prix du pétrole et des risques que le Moyen-Orient détourne l'attention et les ressources de l'Ukraine. La position de la Russie. Si en Europe nous voyons un éventail de positions, la Russie a une position extrême, cohérente et prévisible, depuis la première heure du conflit. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les frappes des États-Unis et d'Israël de délibérées, planifiées et loin d'être non provoquées. C'est un détail, comme si les gens fabriquaient une bombe atomique. Et ils disaient « dès que je l'aurai, je commencerai à vous la lancer ». Donc, vraiment pas non provoquée. Et ils ont qualifié cela d'agression contre un État souverain. Carrément, prétendument en violation du droit international. La rhétorique de Moscou était tendue dès le début. Le ministère a averti du risque de catastrophe humanitaire, économique et même radiologique. Et il a déclaré que toute la responsabilité d'une réaction en chaîne imprévisible et d'une spirale de violence incombe aux États-Unis. Eh bien sûr, les États-Unis, c'est le grand Satan, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, le diable, et Israël, le petit diable. Il convient de prêter une attention particulière à la formulation concernant la catastrophe radiologique. C'est amusant, n'est-ce pas? Moscou l'a dit en premier, avant tout le monde. Avant que la menace nucléaire ne devienne un sujet central dans les médias occidentaux. Et cela faisait clairement partie d'une stratégie d'information. Présenter des frappes contre les sites nucléaires iraniens comme une menace non seulement pour l'Iran, mais aussi pour toute la région à cause d'un éventuel rejet de radiation. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par dire que si vous frappez ces sites, que la Russie les a aidés à construire et à installer, alors quelque chose pourrait exploser. Et puis, petit à petit, tout cela s'est transformé en fait, l'Iran pourrait aussi vous lancer une petite bombe. La Russie, avec la Chine, a initié une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question de la menace à la paix et à la sécurité internationale. Voici les menaces d'attaque de la Russie contre la paix et la sécurité. Il n'y en a absolument aucune contre l'Ukraine. Ce n'est en soi qu'une simple manœuvre diplomatique, une tentative de transférer la discussion dans un format où les États-Unis et Israël sont accusés et non le programme nucléaire iranien. En même temps, nuance importante relevée par les analystes. Et la Russie comme la Chine n'ont pas utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité pour défendre directement l'Iran. Le représentant permanent américain à l'ONU y a vu un signe de l'isolement diplomatique croissant de Téhéran. C'est-à-dire que même eux n'ont pas apprécié lorsque Téhéran a déclaré un peu plus tard qu'ils allaient, pour ainsi dire, lancer une petite bombe sur quelqu'un. Voilà, tout serait déjà prêt ou presque prêt, on va finir de préparer et on va vous lancer une bombe. Ça, ils n'ont pas vraiment apprécié. En d'autres termes, le soutien rhétorique est maximal, mais la volonté réelle et matérielle de défendre l'Iran sur la scène internationale, surtout s'ils commencent à brandir et à lancer quelque chose quelque part, est limitée. Dès qu'il est en question d'une bombe sale ou de n'importe quelle autre bombe, cette volonté s'évapore, tout simplement. N'est-ce pas? Désormais, la Chine se montre nettement plus prudente et réservée que la Russie, même si leur position de fond est proche. Le ministre des Affaires étrangères, donc Wang Yi, a mené une série d'entretiens téléphoniques avec le chef de la diplomatie iranienne, avec le chef de la diplomatie israélienne, avec Lavrov, déclarant à chaque fois donc à peu près la même chose. Les frappes ne sont pas proportionnées. Les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU violant la souveraineté de l'Iran. La Chine appelle à l'arrêt immédiat des hostilités, à un retour aux négociations, et ainsi de suite. Pékin a souligné qu'une solution par la force ne résout pas le problème, mais engendre de nouvelles conséquences à long terme et en série. En même temps, je voudrais simplement remarquer qu'il resserre constamment l'étau autour de Taïwan, organise sans cesse des exercices là-bas et déclarent en même temps qu'ils vont prendre Taïwan. Mais chez les autres, cela provoque un conflit. Chez nous, c'est permis. Autrement dit, nous pouvons, mais eux non. C'est vrai, tout le monde fait pareil, qui agit différemment. La déclaration de Wang Yi lors d'un entretien avec le ministère israélien des Affaires étrangères est très révélatrice. La Chine soutient traditionnellement le règlement des points chauds internationaux et régionaux par le dialogue et la consultation. Autrement dit, Pékin se présente comme une partie neutre, intéressée par la stabilité. Mais voici ce qui est intéressant. Il ne se présente pas comme un allié militaire de Téhéran. Et nous ignorons la raison.
Veulent-ils seulement s'imposer comme médiateurs ou cherchent-ils à prendre leur distance, pensant que les mollahs et ayatollahs sont un peu fous? En parallèle, la Chine a exprimé une préoccupation spécifique sur la sécurité de ses citoyens et institutions en Iran, où beaucoup ont été construits. Et elle a reçu d'Israël la confirmation de sa volonté d'assurer cette sécurité. En gros, ils ont dit « Indiquez les gars, marquez les endroits et nous ne frapperons pas là-bas. Donc rien ne volera là-bas. » C'est un détail intéressant qui montre quelle est la première priorité pour Pékin. Ce n'est pas la solidarité idéologique avec Téhéran, mais la protection de ses propres intérêts économiques et sa présence dans la région. C'est normal, non? Ce sont surtout les contrats pétroliers et projets d'infrastructure qu'ils ont menés en Iran. La différence majeure entre Pékin et Moscou est que la Chine utilise la diplomatie multilatérale et le droit international, alors que la Russie utilise le langage de l'affrontement géopolitique direct avec l'Occident. Ils ont hérité cela de l'Union soviétique et n'arrivent toujours pas à s'en défaire, même avec une nouvelle génération. Les deux pays condamnent également les frappes, mais Pékin le fait clairement dans le but de préserver sa propre réputation de médiateur et non d'allié ni de partie prenante. Maintenant, la menace nucléaire. Dans quelle mesure est-ce vraiment réel? Allons droit au but, pour ce pourquoi beaucoup d'entre vous sont restés. Ici, je vais être aussi précis que possible avec les faits. Parce que ce sujet est bien trop sérieux pour des spéculations. Les évaluations des services de renseignement divergent, et ici, il faut une honnêteté totale. Selon les données de l'AIEA, à la fin du mois de juin, l'Iran dispose de 449 kg de trun, kg d'uranium enrichi à 60%, cela, après un enrichissement supplémentaire jusqu'au niveau militaire de 90%, serait théoriquement suffisant pour produire 8 à 10 ogives. Auparavant, il parlait moins de 10 à 12. Je ne sais pas ce qui est le plus précis. Techniquement, avec une cascade d'environ 200 centrifugeuses, donc des IR6, il est possible de transformer le stock déjà accumulé à 60% en matière de qualité militaire, en quelques jours seulement. Environ 10 jours avec une charge complète pour une charge complète. Et je suis presque sûr que tout ce qu'ils ont pu récupérer de ces ruines, ils sont déjà en train de le purifier. Entre disposer de matières premières et avoir une ogive prête, il y a une grande différence. Le directeur de l'AIEA, c'est Raphaël Grossi, a publiquement déclaré que l'agence ne dispose pas de données sur un programme structuré et systématique de montage d'un dispositif nucléaire complet. Autrement dit, il y a de l'uranium enrichi, mais cela ne signifie toujours pas qu'une bombe soit prête. Mais il faut tout de suite préciser. Ni lui ne sait, ni nous ne savons. Selon l'évaluation d'experts indépendants, c'est-à-dire du Centre de recherche sur la non-prolifération, même avec une quantité suffisante d'uranium enrichi, la transformation de celui-ci en une ogive opérationnelle nécessite des mois de travail supplémentaires. Encore une fois, nous ne savons pas. Nous savons qu'au début des années 2000, d'anciens spécialistes soviétiques sont partis d'Ukraine, des spécialistes sont venus de Russie, et c'est précisément sur ce sujet qu'ils ont travaillé avec les Iraniens. C'est pourquoi nous ignorons leur avancement dans cette affaire. C'est-à-dire que la fabrication de composants précis pour un dispositif à implosion, les tests, l'intégration dans une ogive nécessitent des connaissances, du temps et de l'expérience. Voilà jusqu'où ils en sont, encore une fois, ils l'obtenaient théoriquement depuis le territoire de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire de l'Union elle-même, puis de la Russie, de l'Ukraine. Et nous ne savons pas à quel point ils sont avancés. Eux disent « nous sommes avancés » et nous disons « nous ne savons pas ». Est-ce qu'on les croit ou pas? Je dirais ceci, je préfère les croire plutôt que de dire « oh, ce n'est pas possible ». Et puis, boum, ça explose. Après les dernières frappes, c'est l'opération Epi-Iori, lancée en février, la situation est devenue encore plus compliquée du point de vue de la vérification. L'Iran, le 28 février, a complètement interdit l'accès aux inspecteurs de l'AIEA, a coupé les caméras de surveillance et a retiré les scellés de tous les sites déclarés. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'image fiable de la situation dans le monde extérieur. En réalité, le monde n'avait déjà pas d'image fiable. Parce que personne ne sait vraiment ce qui se passait chez eux, dans certaines grottes, dans certains souterrains, et ainsi de suite. Combien leur a-t-on livré depuis la Russie, depuis la Corée du Nord, ou depuis le Pakistan? Personne ne sait non plus combien de ces centrifugeuses ils ont reçues. Où elles se trouvent, personne ne le sait. Ce qu'ils montraient, c'est ce qu'ils montraient. Ce qu'ils ne montraient pas, ils ne le montraient pas.
Alors, croire, eh bien, c'est une bonne chose, pour ainsi dire. Oui, crois. Mais quand il n'y a aucun moyen de vérifier et qu'ils t'ont déjà trompé une centaine de fois avant, il est assez difficile de se dire à soi-même « De chan balan et toi, non. Oh non, bien sûr, cette fois-ci, ils disent bon la vérité. N'est-ce pas ?» Donc le plus grand échec de vérification dans l'histoire des relations entre l'AIEA et l'Iran, selon l'AIEA. En réalité, je vous assure, il était prévu dès le début. Le plus grand échec. D'après ce que l'on sait des destructions, l'usine principale d'enrichissement à Natanz est endommagée à 75%. Cela signifie que 6000 centrifugeuses ont été détruites. Le site de Fordo, profondément enfoui dans la montagne, n'a été endommagé qu'à 30%, c'est-à-dire que son noyau pourrait potentiellement être resté fonctionnel. Et l'usine d'Ispahan a été détruite à 90%. Le reste et son emplacement exact nous sont inconnus. Voici une réponse honnête. À ce jour, l'Iran ne possède pas d'ogive nucléaire confirmée, assemblée et prête à l'emploi. Ce n'est pas de la propagande, c'est une évaluation partagée à la fois par les sources occidentales et par celles qui sont officiellement neutres. Les menaces d'effacer de la surface de la Terre, venant des deux côtés du conflit, font partie de la guerre psychologique et de la négociation, et ne décrivent pas les capacités militaires réelles et vérifiées à l'heure actuelle. Ici, donc, il y a un autre risque qu'on appelle la bombe sale. Celui-ci paraît plus réaliste. C'est justement pour cela que je veux en parler séparément. Ce n'est pas une explosion nucléaire au sens classique, mais un engin explosif ordinaire qui disperse des matériaux radioactifs sur la zone. Eh bien, quand il explose, n'est-ce pas ? Pour un tel dispositif, il n'est pas nécessaire d'enrichir l'uranium jusqu'à 90% de qualité militaire. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une ogive implosive miniaturisée pouvant être montée sur un missile balistique. Il suffit d'une réserve ordinaire de 60 emballés avec des explosifs. Juste des explosifs ordinaires. Les experts répondent clairement. Un tel dispositif ne peut physiquement pas tenir dans l'ogive d'un missile balistique. Il est trop encombrant. Mais il peut être transporté dans un camion fermé ou à bord d'un cargo et amené suffisamment près de la cible. Autrement dit, le vecteur n'est plus un missile, mais la logistique de contrebande. Vous admettrez que c'est bien plus difficile à intercepter qu'un lancement de missile. Les cibles logistiques pour une telle menace ne sont pas des installations militaires en profondeur, mais des lieux très symboliques et très fréquentés. Un grand nœud portuaire dans le golfe Persique, par lequel passe le flux des pétroliers, une base militaire de la coalition à Bahreïn ou au Koweït, ou, dans le scénario le plus sombre, une tentative de contrebande et de livraison par mer en direction d'Israël. Je souligne, il ne s'agit pas d'un plan de renseignement confirmé, mais d'une analyse de la logique la plus probable d'un tel dispositif. Si toutefois il existe réellement sous une forme assemblée. À ce jour, je n'en ai pas de preuves directes. Que se passera-t-il si un missile balistique transportant une charge radioactive est intercepté dans le ciel ? Et c'est un point distinct, important à comprendre, technique et, honnêtement, pas seulement technique. Si, hypothétiquement, l'Iran avait tout de même placé une charge radioactive sur un missile balistique. Comme nous le savons, 12 de ces missiles ont été remis au début des années 2000 par Kouchma à l'Iran. Une partie a été vendue via un accord secret, une autre à des intermédiaires chinois qui ont ensuite livré à l'Iran, n'est-ce pas ? Donc si ce missile est intercepté par un système de défense antimissile à haute altitude, il n'y aura tout simplement pas d'explosion nucléaire. Il ne suffit pas d'une charge radioactive, il faut un dispositif fonctionnel avec une réaction en chaîne, ce qui n'est pas le cas ici. Mais lors d'une interception à haute altitude, cela signifie que l'explosif, un explosif ordinaire entourant le matériau radioactif, explosera également sous l'impact de l'intercepteur. Et les particules radioactives seront dispersées dans les couches supérieures de l'atmosphère. Sur une immense surface, pour que ce soit clair, sur une immense surface, alors qu'elles sont normalement concentrées en un seul point d'impact. D'un côté, cela étant la contamination radioactive sur une zone beaucoup plus vaste, mais avec une concentration bien moindre. Et bien là, c'est comme si chaque kilomètre carré recevait moins de contamination qu'en cas d'explosion au sol en un seul point. Autrement dit, l'interception dans ce sens réduit le danger local pour une ville en particulier. Mais d'un autre côté, cela crée une retombée radioactive incontrôlable et difficile à prévoir. On appelle ça le fallout en anglais, sur un immense territoire. Plusieurs pays peuvent être touchés,
comme lors d'une pluie radioactive, selon le vent et l'altitude de l'interception. C'est précisément ce que la diplomatie russe voulait dire en parlant de catastrophe radiologique. À ce jour, l'Iran ne dispose apparemment pas d'une ogive nucléaire confirmée et prête à être utilisée au combat. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'évaluation concordante de plusieurs sources sérieuses. La menace d'une bombe sale est, en théorie, techniquement plus facile à réaliser qu'une véritable arme nucléaire. Elle ne nécessite pas un moyen de livraison par missile, mais plutôt un acheminement clandestin. Voilà, cela change complètement la nature du risque. Il ne s'agit pas de savoir si un missile sera lancé, mais du contrôle aux frontières et ports. En Israël, ce contrôle est strict. Ailleurs, on ne sait pas. Le scénario d'interception d'un missile transportant une charge radioactive dans le ciel ne permet pas d'éviter complètement la catastrophe. Il ne fait que remplacer une forme de risque par une autre. Une frappe ciblée. Mais à la place, une contamination radioactive diffuse sur une vaste zone. Passons maintenant à un niveau méta. Au niveau de la technologie principale, la mondialisation. L'une des tendances les plus importantes des conflits modernes, des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord n'inventent pas forcément la technologie à partir de zéro. Ils adaptent en copie les développements occidentaux. Par exemple, le tout dernier drone d'attaque américain qui s'est perdu au-dessus de l'Iran sous Obama n'a pas été détruit. Je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé ni qui a ordonné de ne pas le détruire. Ils ont permis qu'il soit capturé. Pourquoi ? Les Iraniens ont fait de l'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse, et sur la base de ces technologies, ils ont développé leurs drones modernes qui aujourd'hui d'un côté frappent l'Ukraine et de l'autre tirent sur les Américains eux-mêmes. Merci beaucoup camarade Obama. Ajoutez à cela la fuite mondiale des connaissances, les sources ouvertes, les publications, les fuites provenant des universités et des centres de recherche, et un grand nombre d'étudiants étrangers. Dans les universités occidentales. Par exemple, en ce moment, on a trouvé plusieurs doctorants au Canada, c'est-à-dire des doctorants qui faisaient justement ce genre de choses. Donc, ils étudiaient les technologies américaines, canadiennes et occidentales pour les emmener en Iran. Eux, principalement, s'en occupent. Ensuite, la Chine, par exemple, envoie simplement des étudiants, entre 10 000 et 30 000, je ne me souviens plus, on a cité les chiffres récemment, des diplômés qui en fait travaillent pour leur KGB local. En essayant de déterminer leur âge, ils venaient ici. Ils entraient à l'université et progressaient. Ce sont de bons élèves, ils comprennent déjà tout. C'est pourquoi ils dépassaient rapidement les Américains et d'autres. Devenus assistants, ils étaient invités à travailler ailleurs. Durant leurs recherches, ils volaient et transmettèrent en Chine. L'Iran fait pareil à moindre échelle. Oui. Mais au Canada, comme il s'est avéré, c'est très développé. Il devient donc très difficile pour les pays occidentaux de garder leur avantage technologique. Tu crées un tout nouveau modèle d'armement. Et quelques années plus tard, un modèle presque identique apparaît entre les mains de ceux que tu considères comme des adversaires. Cela explique comment l'Iran a pu augmenter si rapidement son parc de drones et de missiles, capable de compliquer sérieusement la vie d'une armée comme celle des États-Unis. Donald Trump, en tant que président, adoptait une ligne de conduite très particulière envers l'Iran. D'un côté, il menaçait de les envoyer en enfer. Cette nuit, une civilisation entière va périr. D'un autre côté, il déclarait que lui, « J'aime l'Iran et les Iraniens ». Il veut lui rendre sa grandeur. Et créer un nouveau Moyen-Orient, c'est vrai. Beaucoup d'analystes essaient encore de comprendre ce que c'était. Certains pensent que c'est le chaos. D'autres disent que c'est une stratégie délibérée d'imprévisibilité. La gauche n'y voyait que de la folie. Ils ont commencé à analyser attentivement le déroulement des négociations et des processus contre-révolutionnaires. Il devient clair. Dans ce chaos apparent, il y avait une certaine logique. Pression et marchandage. Aujourd'hui, alors que Donald Trump était de retour à la Maison-Blanche, le 45e, et maintenant le 47e, son style dur, expressif et extrêmement personnalisé redevient un facteur. À considérer dans toute analyse de situation. Il peut, un jour, lancer des menaces et le lendemain parler d'un accord. Qui, selon lui, résoudra tout. Cela crée de l'incertitude, de l'imprévisibilité, qui, d'un côté, peut jouer en faveur des États-Unis, mais de l'autre augmente le risque d'une mauvaise évaluation de la situation par l'adversaire. Une question importante. Et après ? Oui, et ensuite ? À court terme, on peut distinguer plusieurs scénarios. La poursuite d'une escalade contrôlée.
Les États-Unis poursuivent des frappes ciblées contre l'infrastructure, la défense aérienne, les communications et les positions de missiles iraniennes. L'Iran réplique par des frappes régionales, vise la navigation et les alliés américains. Les négociations sont gelées ou marquées par des explosions. Eh bien, comme un simple élément décoratif. La seconde option, c'est une guerre régionale. Si les frappes contre les bases américaines à Bahreïn et au Koweït entraînent de lourdes pertes, si la navigation dans le détroit d'Ormuz est paralysée, si les fronts en Irak et au Liban s'embrasent simultanément, le conflit atteindra un tout autre niveau. Il est possible qu'un cercle beaucoup plus large d'acteurs soit impliqué. Israël, c'est évident, un État du Golfe Persique qui participe actuellement, mais sans vraiment participer. L'OTAN, la Russie, la Chine. Pas forcément directement, mais via le soutien, les livraisons, le renseignement ou les opérations cyber. Le troisième scénario, c'est une médiation urgente. À un certain stade, l'ampleur des destructions, la hausse des prix du pétrole, la pression du marché et la peur des élites pousseront les parties à chercher au moins une pause temporaire. En coulisses, des négociations pourraient commencer avec la participation des pays européens, des alliés régionaux et peut-être avec la Chine en tant qu'acteur économique puissant. Mais pour que ce scénario devienne réaliste, les deux parties doivent reconnaître que poursuivre la guerre devient pour elles plus dangereux qu'un repli temporaire. Ceci, comme on le voit, est très difficile, notamment avec l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. J'en parle déjà depuis plusieurs mois quand on me demande « Et ensuite, que va-t-il se passer en Russie et en Ukraine ?» Alors, la chose principale que nous devons comprendre. Nous ne vivons plus dans une phase de conflit gelé entre les États-Unis et l'Iran. Nous sommes dans une phase d'escalade accélérée où la trêve de facto a été détruite. Les négociations ont échoué ou ont été reportées. Les frappes contre les installations de l'autre sont devenues la norme. De nouveaux théâtres sont de nouveau concernés, l'Irak, le Liban, le détroit d'Ormuz. Et au niveau international, l'Europe se divise entre ceux qui y voient une menace pour leur propre sécurité et ceux qui, avant tout, prennent en compte les prix du pétrole et les risques. Y compris pour l'Ukraine, alors que la Russie et la Chine protègent diplomatiquement Téhéran, mais pas assez activement pour aller jusqu'à une confrontation directe avec les États-Unis. Bien sûr, nous avons déjà traversé des crises encore plus dangereuses. Mais l'association de drones, missiles balistiques, frappes précises sur les infrastructures, fuites technologiques et faible coopération internationale, etc. La faiblesse des institutions internationales et la possibilité, encore non réalisée, d'un incident radiologique crée, disons, un certain danger, rendant la situation actuelle particulièrement risquée. Ce n'est pas un risque, c'est le risque d'une explosion mondiale. C'est le risque du début d'une campagne régionale sérieuse avec l'utilisation, au minimum, d'une bombe sale. Et la question que je veux vous poser est la suivante. Allons-nous vers la chute définitive du régime iranien ou vers une guerre longue et coûteuse sans issue claire? Si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci. Ces épisodes longs et riches exigent l'attention et du temps du spectateur, ce que j'apprécie. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Soutenez-vous une ligne dure contre l'Iran, visant bien sûr un changement de régime? Ou pensez-vous que les enjeux sont trop élevés et qu'il faut revenir à la table des négociations à tout prix? Je lis, analyse vos réponses et les utilise souvent comme base pour mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un like, mesdames et messieurs, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer de nouvelles analyses. La cloche, les notifications, pour ne pas manquer de nouvelles analyses. Merci encore d'être avec moi. On se revoit bientôt. Et oui, allez absolument sur Telegram, cherchez-y Léon Weinstein US, c'est-à-dire le même nom que la chaîne YouTube, et abonnez-vous. Là-bas, quand disons entre les grandes vidéos, je poste là-bas toutes sortes d'idées, de pensées et ce qui vient de se passer à l'instant même. Pour ne pas avoir à attendre qu'une grande vidéo soit faite, créée, montée. C'est tout. Au revoir, à la prochaine.